Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. À vous de comprendre que nous agissons dans votre intérêt. Cette phrase du président Nixon est la conclusion du dialogue, un dialogue de sourds en vérité que le président américain a engagé hier matin avec une cinquantaine d'étudiants américains. C'était devant le Memorial Lincoln, un peu avant que ne commence la grande manifestation des étudiants contre la politique américaine dans le sud-est asiatique. Auprès des étudiants, le président Nixon a tenté de justifier l'engagement américain au Cambodge, un engagement qui, disait-il, doit permettre de poursuivre le programme de retrait des forces américaines du Vietnam en confiant le soin de mener la guerre aux seuls Sud-Vietnamiens. Il semble que ni les explications ni les promesses du président Nixon n'aient satisfait les étudiants hier à Washington. L'attitude décontractée à l'américaine du président lorsqu'il a rencontré quelques manifestants hier matin a même fortement déplu par le ton paternaliste qu'elle adoptait. Les premières réactions ont donc été désabusées, du genre si Nixon est si proche de la jeunesse, il devrait légaliser la marijuana. Puis les choses sont allées crescendo, sans vraiment atteindre un climat de passion. Peut-être la chaleur suffocante y était-elle pour quelque chose. Les 200 000 manifestants ont quand même scandé leur opposition à la politique américaine en Indochine. Certains ont défié Richard Nixon en duel télévisé, d'autres ont proclamé leur intention d'étendre le mouvement protestataire, de provoquer la colère, de fermer bureaux et usines jusqu'à ce que la guerre se termine. Ce n'est qu'à la nuit, avec la fraîcheur, que des incidents ont éclaté. 200 jeunes gens ont dressé une barricade à 800 mètres de la Maison-Blanche, cocktail Molotov, tessons de bouteilles, 124 arrestations. Nixon avait voulu que cette journée de protestation soit aussi une journée de dialogue. Ce fut un dialogue de sourds. Il y a eu des manifestations également pour le Vietnam à Berlin-Ouest, où 250 personnes, dont plus de 200 policiers, ont été blessés au cours de ces manifestations. Des heurts ont opposé 7000 manifestants à 5000 policiers. Et cet après-midi à Paris, une cinquantaine d'organisations de gauche organisent un rassemblement pour le Vietnam au bois de Vincennes. Cette semaine qui va s'ouvrir, vous le savez peut-être, verra les premiers retraits des troupes américaines du Cambodge. Et d'ici la fin du mois de juin, tous les Américains auront quitté le territoire khmer. Le président Nixon l'a réaffirmé il y a 48 heures à peine. Mais dans l'immédiat, les forces américano-sud-vietnamiennes sont en train de nettoyer les rives du Mekong afin de reprendre le contrôle de cette importante voie de communication fluviale. Chez nous maintenant, eh bien à Grenoble, ce matin, le campus universitaire a été bouclé par les policiers entre 6h et 10h30. À la demande du juge d'instruction, les enquêteurs qui recherchent les auteurs des attentats de ces 10 derniers jours ont effectué des perquisitions dans 2 résidences universitaires. Un militant de la gauche prolétarienne qui était sous le coup d'un mandat d'amener a été appréhendé et une dizaine de personnes font actuellement l'objet de vérifications. 4 explosions ont eu lieu pendant la nuit à Besançon, Montpellier, Valras et Cannes. Ces attentats n'ont fait aucune victime, mais ont provoqué des dégâts plus ou moins importants. La CFDT, en tout cas, a pris ses distances vis-à-vis de la violence pour la violence. M. André Janson, son président sortant, l'a dit hier soir en présentant le rapport d'orientation qui a été adopté par 62% des votants. Un rapport qui propose, entre autres, le passage du capitalisme au socialisme démocratique, notamment par l'autogestion et la propriété sociale des moyens de production. Le congrès de la CFDT, qui est le 35e congrès, a clos ses travaux en fin de matinée. Mens sana in corpore sano, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, eh bien cette formule de Juvénal, les parents d'élèves de la Fédération Armand l'ont reprise à leur compte hier soir à Avignon où s'est achevé leur congrès. Ces parents d'élèves souhaitent qu'une impulsion nouvelle soit donnée à l'enseignement du français et que l'éducation physique ne soit pas négligée. Par ailleurs, ils estiment que la participation n'est pas une réalité et regrettent que soit remise en cause leur présence au conseil de classe où sont décidés les passages en classe supérieure. À l'issue de ce congrès, Dominique Laury a rencontré M. Armand, président réélu. Eh bien, ce congrès a démontré d'une manière éclatante la volonté de coopération et de participation des parents d'élèves, et notamment la participation au conseil de classe, puisque l'Assemblée a voté, a approuvé la position de la Fédération à ce sujet par 1500 mandats contre 80 ou 90. C'est donc très important. Deuxièmement, je crois qu'il faut bien rappeler que ce congrès avait pris comme thème l'insertion de l'école dans la vie et le débouché de l'école dans la vie. Et c'est tout de même très important car nous allons
définir les finalités, les objectifs et les missions de l'éducation nationale. Et nous avons demandé au ministre... Oui, vous lui avez même fait quelques critiques. Oui, nous lui avons demandé un certain nombre de choses. Nous lui avons demandé de penser le plus tôt possible à rénover la pédagogie, car on ne peut plus enseigner aujourd'hui à l'ère de la capsule Apollo comme à l'ère de la machine à vapeur. Nous lui avons demandé également de voir et d'étudier la formation, la nouvelle formation que doivent recevoir les enseignants pour enseigner à des enfants qui aborderont le XXIe siècle et qui auront à déboucher dans les entreprises, dans les métiers et dans la cité de demain. Vous serez reçu lundi par le ministre. Nous serons reçus lundi par le ministre pour un certain nombre de choses, pour tirer les conclusions de ce congrès et pour lui dire ce que, en définitive, nous avons décidé pour lui remettre un cahier de revendications. Rendez-vous donc lundi. À Cannes, où le festival continue à passer pratiquement inaperçu, et ce jusqu'à samedi prochain, le jury du concours international de reportage d'actualité a décerné ses prix. Prix du reportage en direct à la BBC pour la cérémonie d'intronisation du prince de Galles, prix du reportage filmé à la télévision éducative américaine. Et une mention spéciale a été accordée à la NASA pour l'extraordinaire prouesse technique réalisée à l'occasion de la marche sur la Lune. Des prouesses techniques, il y en aura certainement sur les terrains de sport aujourd'hui. Michel Drucker, en tout cas hier, il semble qu'après les résultats d'hier de football, on s'achemine vers une finale entre Saint-Étienne et Nantes. C'est ça, oui, car il n'y a pas eu de surprise hier à Rennes et à Valenciennes au cours des demi-finales de la Coupe de France de football. En effet, à Valenciennes, Nantes a gagné 2-0 et à Rennes, les champions de France, Saint-Étienne, les joueurs de Saint-Étienne ont gagné par 1-0, un but de Keïta. On peut parler de prouesse technique, effectivement. Nous reviendrons d'ailleurs dans quelques instants sur cette Coupe de France. Mais pour l'instant, on peut penser qu'en effet, Saint-Étienne et Nantes disputeront la finale le 31 mai au Stade de Colombes. Boxe hier soir au Palais des Sports de Rome, Johnny Famchon, le boxeur australien d'origine française, a perdu son titre de champion du monde de la catégorie des poids plumes. Il a été battu au point par le Mexicain Vicente Saldivar, dont la tête disparaît ici, au milieu des poings de Johnny Famchon. Mais le boxeur australien s'est tout de même consolé en empochant la coquette somme de 125 000 $, soit plus de 70 millions d'anciens francs, ce qui constitue une bourse record pour un combat de cette catégorie. Nous allons maintenant voir comment Saint-Étienne a battu hier soir Rennes, à Rennes, au stade de la Route de l'Orient, où tous les records d'affluence ont été, paraît-il, battus. C'est un reportage de notre station de Rennes. Drapeau, bagade, 26 000 spectateurs, près de 40 millions d'anciens francs de recettes. La Bretagne avait mobilisé ses forces pour assister hier soir au match aller des demi-finales de Coupe de France de football Rennes-Saint-Étienne. C'était l'ambiance des grands jours et beaucoup espéraient secrètement voir David de Rennes terrasser Goliath Saint-Étienne comme ce fut le cas il y a 5 mois en championnat. Après un très bon début des Bretons, illustré ici par cette percée de Lukic, numéro 10, coup de théâtre à la 4e minute de jeu. Regardez bien, centre de Beretta numéro 11, la défense rennaise n'écartait pas le danger et Keïta catapultait la balle dans les filets d'Aubourg. 1-0 pour Saint-Étienne, voilà qui changeait totalement la physionomie du match. Profitant de cet avantage, les Stéphanois firent en effet circuler le ballon. Loin de se décourager, Rennes se reprit parfaitement bien et par 2 fois, aux 22e et 23e minutes, l'égalisation fut manquée d'1-rien. D'abord ici, vous l'avez vu, sur une tête magnifique de Rodiguero repoussée par Carnus en corner. Ensuite, sur ce corner précisément, Lukic, absolument seul, tirait à côté. Les Bretons venaient de laisser passer leur chance. En début de seconde mi-temps également, ils auraient pu tromper la vigilance de Georges Carnus sur une action Rico, Lukic, le Simon. Voici cette action. Mais rien ne passait. La supériorité technique des Stéphanois s'imposait au fil des minutes, alors que du côté rennais, la fatigue se faisait lourdement sentir. Malgré quelques rushs de Garcia, Cardier et Cosnard, ce sont même les champions de France qui auraient pu aggraver le score sur des tentatives de Révéli et ici Herbin, qui permirent à Marcel Aubourg de montrer son grand talent. Score final 1-0 pour Saint-Étienne, qui a pris hier soir à Rennes une sérieuse option pour la finale. Et le match retour samedi prochain à Saint-Étienne. Sport automobile, le service de presse de Citroën vient de nous téléphoner pour nous donner le dernier classement du rallye Londres-Mexico. À quelques kilomètres de Montevideo, en Uruguay, terme de la première étape du parcours sud-américain, c'est une Ford Escort qui est en tête, mais suivie à 11 minutes par la DS Citroën de René Trottmann. 11 minutes, ce n'est pas considérable, compte tenu des ennuis dont a été victime, vous le savez, le pilote français. Vous savez que sa suspension a été sérieusement endommagée au cours de son transbordement entre Lisbonne et Rio de Janeiro. Mais là d'ailleurs, la lumière n'a toujours pas été faite sur cette affaire et dans l'entourage de Citroën, on continue à penser que c'est un sabotage.
Sport automobile toujours, en France, l'événement majeur aujourd'hui, c'est le Grand Prix de Monaco de Formule 1, que vous pourrez suivre en direct cet après-midi sur la première chaîne. Et si vous ratez ce reportage, si vous n'êtes pas chez vous, vous pourrez tout de même regarder un résumé filmé de la course en couleur, en fin d'après-midi, sur la seconde chaîne. Et enfin, en cyclisme, les 4 jours de Dunkerque connaîtront cet après-midi leur dénouement. L'épreuve contre la montre a lieu à Dunkerque. Le Belge Van Aert est le leader de la course, mais son maillot rose ne tient qu'à un fil, car le Belge Van Aert est blessé au genou et il ne possède que 8 secondes d'avance, ce qui n'est rien, sur le Français Leblanc, qui est deuxième du classement général. Nous revenons maintenant au football avec la deuxième demi-finale de la Coupe de France, qui opposait hier au stade Ningesser à Valenciennes. Valenciennes et Nantes, une belle victoire des Nantais. C'est un reportage de notre station de Lille cette fois. Ambiance incroyable pour Valenciennes-Nantes hier soir à Valenciennes. Une ambiance comme jamais on avait vu à VA, avec le géant Bimbin qui n'était pas sorti avec les footballeurs depuis Colombes en 1951. Valenciennes, un maillot sombre, attaque sur le côté gauche, les buts gardés par l'excellent Fouché. Les Valenciennois qui démarrent très vite vont dominer tout au long de la première mi-temps et vont souvent tirer sur le montant et sur la barre. Suivez plutôt. Longue touche de Coustillet qui faisait sa rentrée. Un dégagement de Lemaire encore en touche et le même Coustillet va reprendre cette balle pour l'envoyer au point de pénalty. Mais là encore, Fouché sera là. Et c'est lui qui intervient. Malgré cette domination et aussi un tir de Leclerc détourné par Lemaire de la main, le score en reste là. Les Valenciennois n'ont pas été chanceux. Encore un coup franc pour Valenciennes bien détourné et un superbe arrêt du gardien de but Fouché. Et ce qui devait arriver arriva car les Valenciennois manquent toujours de buteurs. Le Vavasseur, le premier, devait marquer le premier but, vous l'allez voir, le voilà. Il est emmené par Blanchet qui a donné à pêche et qui a servi le Vavasseur qui dans sa foulée trompe le gardien de but Magira sorti. Le public trouva que le maillot jaune portait veine ou nantais et lui fit savoir en scandant des slogans de toutes sortes. Et ici un amorti de Gondet et un tir et c'en est fini des espoirs de Valenciennes, 2-0. Valenciennes partira avec un handicap trop lourd de 2 buts samedi à Nantes. Eh bien, souhaitons que Bimbin se remette de sa déception. Michel, vous avez encore quelque chose à nous dire? Une information qui nous a été téléphonée par la Fédération de motonautisme. Et oui, il faut bien parler du sport motonautique. C'est un sport spectaculaire. Cet après-midi, entre le pont Birakem et le pont d'Iéna, ont lieu les 100 km de Paris motonautique. C'est une épreuve très spectaculaire. Il y aura de nombreux concurrents étrangers, notamment les Italiens, qui sont les meilleurs du monde. Mais ça, vous le savez, Daniel Casal, puisque vous suivez l'actualité sportive de très près. Il y avait déjà les 6 heures de Paris, je crois d'ailleurs, en motonautisme. Bon. Eh bien, si vous n'êtes pas tellement sportif et si vous ne savez pas quoi faire de votre après-midi, vous pouvez toujours aller à la foire de Paris qui fermera ses portes ce soir, ou bien vous pouvez même aller aussi en forêt de Fontainebleau, au salon des antiquaires, un salon que Jean-Pierre Anquery a visité pour nous. Pour quelques heures encore, les antiquaires tiennent leur salon dans cet élégant pavillon de Fontainebleau. Des hôtesses en costume Louis XIV vous introduisent dans un univers étrange, tout près de la demeure enchantée de votre enfance. Nous sommes des marchands d'art. Et pour être des marchands d'art, il faut avoir la vocation. On ne peut pas vendre de l'antiquité comme on vend n'importe quelle autre denrée. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous trouvez une pièce rare, une pièce qui vous plaît vraiment? Eh bien, on a un moment d'émotion, comme dans l'amour. Ça ne se compare pas à autre chose. Enfin, on a une sorte de vibration qui vous prend des pieds et à la tête, et c'est lorsque ça monte vers la tête qu'il faut faire très attention parce que ça vous étourdit et on risque de faire des bêtises. Dans le pavillon de Fontainebleau, chaque antiquaire prend possession d'une pièce et la décore à son goût. Il en résulte une impression d'intimité, d'idées à glaner, qui suffit au plaisir de la visite. Même si cette Vierge à l'enfant du XVe siècle, attribuée à Outilly, reste bien au-dessus de vos moyens. René Lusoni, vous êtes antiquaire, mais vous êtes aussi musicienne. Oui, avant toute chose. C'est pourquoi j'ai choisi cette spécialité dans ce métier passionnant, pour pouvoir continuer à m'intéresser, à m'occuper des instruments anciens. Et ici, vous avez recréé une sorte de petit salon de musique. Avec une harpe du 18e, de Holzmann, qui était un très bon facteur à Paris. Et puis ce superbe instrument qui est une guitare lyre, dont la facture est particulièrement belle parce qu'il a appartenu au grand tragédien Talma. Les amateurs d'armes anciennes ne sont pas oubliés. Ils pourront admirer cette arbalète du XVe siècle, ou ce magnifique fusil ayant appartenu au sultan ottoman Soliman II
et que l'empereur d'Autriche François Ier offrit au prince Murat. Salon des antiquaires, une halte au cours de laquelle de beaux objets vous racontent leur merveilleuse histoire. Eh bien voilà, Télémidi est maintenant terminé. Merci de votre attention. Bon après-midi.